Bonjour, alors bienvenue pour cette vidéo de LU1IN001 pour la semaine 6. Donc on va aujourd'hui corriger quelques exercices, d'abord des exercices corrigés, puis ensuite je publierai la correction d'un ou deux exercices non corrigés plus tard dans la semaine. Donc on va commencer par les exercices 6.2 et 6.3 qui vont nous faire travailler sur la notion de liste. D'accord? Donc on se souvient que ce qu'on a vu jusqu'ici comme structure de données, c'était des intervalles et des chaînes de caractères. Et on avait dit à cette occasion que les intervalles et les chaînes de caractères sont des séquences. C'est-à-dire qu'une séquence, c'est une structure de données, donc c'est une manière de rassembler ensemble des données. Et ici, on les rassemble de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'on va les ordonner dans un certain ordre et qu'elles seront présentées les unes, les unes après les autres. Hein, séquentiel. On avait dit que quand on avait des séquences, on pouvait essayer de prendre un élément de la séquence ou une partie de la séquence. C'était ce qu'on avait vu avec le fait de prendre un caractère d'une chaîne en donnant son indice, et puis de prendre une sous-chaîne d'une chaîne en donnant des bornes. D'accord? Donc pour ça, on avait dit que dans une séquence, chaque élément a un indice. Le premier a l'indice 0, le second l'indice 1, etc., jusqu'au dernier qui a l'indice longueur de la séquence moins 1. Et puis on avait dit en fait que chaque élément d'une séquence avait deux indices, un indice positif et un indice négatif, qui part de moins 1 pour le dernier, et qui va jusqu'à moins longueur de la séquence pour le premier. Donc ça c'est des choses qu'on avait dites pour les intervalles et les chaînes de caractères, et ces choses vont toujours être vraies pour les listes. La différence des listes avec ces choses-là, c'est que les listes, ce sont des séquences d'éléments, tous du même type, et ordonnées. D'accord? Donc on va pouvoir avoir des listes d'entiers, c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. On pourra aussi avoir des listes de chaînes de caractères, et puis on travaillera aussi avec des listes de listes, et puis quand on aura les tuples, avec des listes de tuples, et puis dans les tuples, il pourrait y avoir des listes aussi. D'accord? Donc une liste, c'est juste une généralisation de la notion de séquence à des éléments tous de même type. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une liste? On peut toujours reprendre un élément d'une liste directement. On peut toujours trancher une liste pour en obtenir une sous-liste. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on faisait déjà sur les séquences et qu'on peut toujours faire sur les listes, c'est faire ce qu'on appelle une itération. Une itération, vous vous souvenez, c'est répéter la même séquence d'actions pour chaque élément de la séquence. Répéter la même suite d'actions pour chaque élément de la séquence. Donc c'est dire, je vais itérer et je vais d'abord faire quelque chose pour cet élément, puis pour cet élément, puis pour cet élément, etc., etc., jusqu'au dernier élément. Et l'itération, ça s'écrit toujours for e in la séquence. Et ici, on met la suite d'instructions qu'il faut répéter pour chaque élément de la séquence. Ça, c'est la variable d'itération qui va prendre les valeurs successives des éléments de la séquence. Et ça, c'est ce qu'on va faire à chaque tour d'itération, c'est-à-dire pour chaque élément de la séquence. Donc on regarde tout de suite un premier exercice, qui est un exercice de de maximum dans une liste. Et puis la première question, on peut considérer que c'est une question de cours au sens où ça revient souvent dans les examens, dans les exercices, dans les TD, dans les TME. C'est la question de calculer le maximum d'une liste. Qu'est-ce que c'est le maximum d'une liste? C'est le plus grand élément d'une liste. Donc si on a des nombres, bah, c'est le plus grand pour l'ordre habituel de comparaison des nombres. Si on a des chaînes de caractères, bah, ce sera le plus grand pour l'ordre des lexicographies. Ce qui est important, c'est qu'il faut évidemment qu'on puisse comparer les éléments avec un ordre total, pour qu'il y ait existence d'un plus grand. Donc, donner une fonction de la fonction maxList, et alors vous vous souvenez d'une définition de la fonction maxList, ce qu'on fait, c'est que on écrit directement l'entête de la fonction, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pour faire ça. Donc on va écrire def maxList, qui étant donné une liste non vide de nombres, donc on va l'appeler li, cette liste non vide, c'est une liste de nombres. Le type de liste de quelque chose, c'est liste crochet-crochet avec le quelque chose entre crochets. Ici, c'est des nombres, donc a priori pas forcément des entiers, mais possiblement des nombres à virgule. Donc son type, ça va être liste float, pour dire que c'est une liste de flottants.
et elle renvoie le plus grand élément de cette liste. Donc le plus grand élément de cette liste, bah, c'est un élément de la liste de flottants, donc c'est un flottant lui-même. Donc voilà pour l'entête, et maintenant réfléchissons à l'existence de préconditions pour cette fonction. On regarde l'énoncé, on nous dit, étant donné une liste non vide de nombres. Effectivement, si la liste est vide, ça devient compliqué de trouver le plus grand élément d'une liste vide. Il n'y a pas de définition pour ça. Donc on va demander à ce que la liste soit non vide, par exemple en écrivant que sa longueur est strictement plus grande que 0. D'accord? On met donne le maximum de la liste Eli. Alors très bien, maintenant on réfléchit à l'algorithme qu'il y a derrière. Si on a une liste de nombres, comment on fait pour trouver le nombre le plus grand? Une manière de procéder, ça peut être de réfléchir à qu'est-ce qu'on ferait dans la vraie vie. Imaginez que j'ai la liste 2, 4, 1, 5, 3, et je veux trouver quel est l'élément le plus grand de cette liste, le nombre le plus grand. Donc là, évidemment, du premier coup d'œil, on voit que c'est 5, mais comment on a fait pour savoir que c'est 5? D'accord? Là, il y a deux manières de faire. Une qui va s'implémenter naturellement dans le langage qu'on a, et une qui est plus dure à faire. La première manière de faire, c'est de dire, je vais, alors comme dans certains sports d'arts martiaux, quand on s'entraîne, on prend une personne du cours d'arts martiaux, et puis on la fait combattre contre une autre, et puis le gagnant reste, le gagnant du combat reste, et puis on change le perdant à chaque fois. Alors évidemment, il y a une notion de fatigue qui vient en jeu, mais cette idée de dire, je vais garder le meilleur jusqu'ici, je vais le comparer à tous les autres dans l'ordre, si jamais il y en a un qui est meilleur que lui, bah, ça devient lui le nouveau meilleur, et à la fin, celui qui restera, le dernier homme debout, ce sera le maximum. Donc c'est cette technique qu'on peut utiliser, c'est-à-dire on prend une boîte, si vous voulez, dans laquelle on va mettre initialement le premier élément, et on va le comparer successivement à tous les autres. Et à chaque fois, on va garder le vainqueur, si vous voulez, on va garder le plus grand. Par exemple, 2 comparé à 4, c'est 4 le plus grand. Alors j'efface 2, et je garde 4 comme le meilleur jusqu'ici, le plus grand jusqu'ici. 4, je le compare à 1, c'est 4 le plus grand. Donc 4 reste dans la boîte. 4, je le compare à 5, c'est 5 le plus grand. Donc maintenant, le meilleur, ça devient 5. Et c'est 5 qu'il y a dans la boîte. 5 comparé à 3, c'est 5 le plus grand. Donc c'est 5 qui reste dans la boîte. Et à la fin, la valeur qui reste dans la boîte, c'est la valeur du plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a gagné contre tous ceux qui étaient après lui, et il a gagné contre le plus grand de ceux qui étaient avant lui. Donc il est plus grand que tous ceux qui étaient après lui, et il est plus grand que le plus grand de tous ceux avant lui. D'accord? Donc par récurrence, comme ça, on pourrait montrer formellement qu'à la fin, dans la boîte, il y a le plus grand. Donc ça, c'est une technique qui consiste à fabriquer une boîte et à faire des comparaisons entre ce qu'il y a dans la boîte et tous les éléments de la liste. Alors là, on a vu qu'on a commencé à partir du deuxième. C'est une bonne idée de procéder ainsi. D'accord? Mais il y a une autre manière de faire. Une autre manière de faire, c'est toujours dans les arts martiaux, quand on fait des grands tournois, on fait se rencontrer deux personnes, et puis on garde le meilleur. Et puis on se fait rencontrer, on met tous les gens par groupe de deux, à chaque fois on garde le meilleur, puis ensuite on met ceux qui restent par groupe de deux, et on garde le meilleur, ceux qui restent par groupe de deux, et on garde le meilleur, et à la fin, on a le vainqueur. Donc on fait ce qu'on appelle un tournoi, et si on fait un tournoi, bah, ça marche aussi. Alors là, j'ai pas le bon nombre, mais je peux faire 2, 4, 1, 5, 3. Lui, il n'y a rien, lui, il n'y a rien, lui, il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien. Lui, il avance directement là, et comme il se bat contre rien, il va directement au final. Le tournoi n'est pas très équilibré. 2 contre 4, c'est 4 qui gagne. 1 contre 5, c'est 5 qui gagne. 5 contre 4, c'est 5 qui gagne. 5 contre 3, c'est 5 qui gagne. Donc je peux aussi procéder par une sorte de tournoi pour calculer le maximum. Laquelle des deux méthodes est la plus efficace? On peut essayer de compter dans notre tête la complexité de ces fonctions. Si je prends quelqu'un dans sa boîte, puis que je prends le premier dans la boîte, puis je le compare à tous les autres, en changeant si jamais j'en trouve un plus grand. Combien de comparaisons je fais? Eh bien, j'en fais autant qu'il y a d'éléments après le premier. Puisque à chaque fois que je fais une comparaison,
Et à chaque fois, je prends le suivant et je fais une comparaison. Donc j'en fais n-1. Si jamais je fais un tournoi, combien de comparaisons je fais? Alors c'est plus facile de voir si on a une puissance de 2, parce que si jamais on a un n qui est 2 puissance p, on voit qu'on va faire n comparaisons, pardon, n sur 2 comparaisons au premier tour, puisqu'on groupe tout le monde par 2, et donc on aura n sur 2 matchs, puis au deuxième tour on aura n sur 4 matchs, puisqu'on a 2 fois moins de personnes, et puis on aura 4 quarts de finale, 2 demi-finales et une finale. Donc ça nous fait somme des n sur 2 puissance i pour i allant de 0 à p. On va faire quelque chose comme ça. Et ça fait 2 puissance p moins 1, c'est-à-dire n moins 1. Donc dans les deux cas, on fait autant de comparaisons. Ça, c'est plus compliqué à écrire, à implémenter dans le langage de notre cours, parce qu'il faut grouper les gens par 2, grouper les éléments par 2, puis se souvenir des vainqueurs et pas des autres. Ça va être un petit peu compliqué. Ça a l'air de s'implémenter très facilement dans ce qu'on a vu jusqu'ici, puisqu'il suffit d'utiliser une variable pour cette boîte, d'accord, la variable du meilleur jusqu'ici, du plus grand jusqu'ici, et ensuite de parcourir cette liste en comparant à chaque fois avec ce qu'il y a dans notre variable, et éventuellement en modifiant la variable si nécessaire. Donc c'est ce qu'on va faire dans notre implémentation. On va prendre une variable plus grand qui au départ vaudra le premier élément de Eli, donc Eli 0. On a bien le droit de prendre Eli 0 parce qu'on a dit que notre fonction, on ne garantissait son bon comportement que lorsque la liste initiale avait au moins un élément. Donc on a le droit de prendre le premier élément, puisqu'on a mis comme précondition que la liste initiale avait au moins un élément. Ensuite, on va parcourir notre liste. Les éléments de notre liste sont des flottants. On va faire for e in li. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va regarder est-ce que l'élément est plus grand que l'élément qu'on a gardé dans la variable plus grand. Donc on va regarder est-ce que plus grand, celui qui est le plus grand jusque-là, est strictement plus petit que e. Si c'est le cas, c'est qu'on est en train de regarder un nouvel élément e qui est plus grand que le plus grand jusqu'ici. Donc ça veut dire que le plus grand jusqu'ici doit changer et doit devenir e. Si jamais c'est pas le cas, alors on ne fait rien. Et à la fin, on renvoie ce qu'on a mis dans la variable plus grand. Alors testons tout de suite notre fonction maxList sur des exemples de liste. Si jamais la liste ne contient qu'un élément, alors forcément, c'est lui le maximum de la liste. Maintenant, essayons de regarder ce qu'on peut faire comme test. Si on a la liste, qu'est-ce que j'avais donné? 2, 4, 1, 5, 3. 2, 4, 1, 5, 3. Alors, l'élément le plus grand, ça doit être 5. Si on a une liste avec que des nombres négatifs, par exemple, moins 3, moins 1,5, 0, moins 12, moins 1,5. Alors, on devrait avoir 0 comme maximum. Et enfin, on n'a pas forcément unicité du maximum, c'est un peu le sujet de la suite de l'exercice. Prenons une liste avec que des 0 et des 1. Le maximum de cette liste, c'est 1. D'accord? Et là, on voit que les 4 tests sont passés. On a bien quelque chose qui calcule le maximum de la liste. Un petit raffinement qu'on va faire, c'est que ici, on met le premier élément de la liste dans le plus grand, et ensuite on le compare à tous les éléments de la liste. Et ce que j'avais dit ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le comparer au premier élément de la liste, puisque c'est lui-même. La première comparaison, ce serait Eli 0 comparé à Eli 0. Donc, on ne va pas faire cette comparaison, et on va commencer directement au deuxième élément de la liste, en écrivant que maintenant on ne parcourt plus Eli, mais on parcourt la tranche de Eli allant de l'élément d'indice 1 jusqu'à la fin. Donc c'est la même chose que parcourir Eli sans parcourir le premier élément. Et vous voyez que les tests sont toujours passés avec succès. Donc voilà notre fonction maxList. Souvenez-vous que c'est considéré comme du cours. Hein. C'est quelque chose que vous devez savoir faire lorsque vous allez au partiel ou à l'examen. Prendre le maximum dans une liste, et puis plus tard
on aura des choses plus compliquées comme trouver la valeur maximum d'un dictionnaire. C'est quelque chose que vous devez savoir faire. Donc le réflexe pour les listes, c'est que vous prenez le premier élément, vous le mettez dans une boîte, et dans cette boîte, vous allez mettre le plus grand élément jusqu'ici en le comparant successivement à tous les autres éléments de la liste. Bon, très bien. Maintenant, on nous pose une deuxième question qui est aussi une question de cours, qui est la fonction nombre d'occurrences, qui prend une liste, un élément de x, et qui renvoie le nombre d'occurrences de x dans L. Donc on va avoir quelque chose du type nb occurrence, qui va prendre une liste et un élément, et qui va renvoyer le nombre d'occurrences de l'élément dans la liste. Un nombre d'occurrences, c'est forcément un entier. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, on n'a pas besoin de préconditions. Hein. On peut toujours compter le nombre de fois qu'un élément apparaît dans une liste, tant qu'il est du bon type. Et ça va dire compte le nombre d'occurrences. Donc le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de EL dans LI. Alors, la première difficulté ici, c'est le type de LI et de EL. Si vous regardez ce qui est écrit dans l'énoncé, vous vous rendez compte qu'on vous demande d'avoir une fonction NB occurrence qui fonctionne sur les listes d'entiers. Hein, si j'ai 3, 2, 1, et que je l'appelle sur 3, bah ça doit calculer 2, parce que 3 apparaît 2 fois dans NB occurrence. Mais elle doit aussi marcher sur les listes de chaînes de caractères. Hein, on vous donne un exemple avec des chats, des chiens, c'est-à-dire des mots dans une liste. Et là, si je veux savoir combien de fois le mot oiseau apparaît dans la liste chat, chien, chat, ça doit me dire qu'il y apparaît 0 fois. D'accord? Donc on doit avoir quelque chose qui marche sur les listes d'entiers, qui doit marcher sur les listes de flottants aussi, qui marche sur les listes de STR, et en fait qui marche sur n'importe quoi, qui marcherait aussi par exemple sur les listes, sur les listes de listes d'entiers. Imaginez qu'on ait une liste de listes d'entiers. Donc le premier élément de ma liste, c'est elle-même une liste, c'est la liste 1, 2, 3. Deuxième élément de la liste, c'est la liste 2, 3, 4. Troisième élément de la liste, c'est la liste vide. Dernier élément de la liste, c'est la liste qui contient uniquement 2, par exemple. Et là, je dois pouvoir demander à la fonction NBOccurrence combien de fois la liste vide apparaît dans cette liste vide, dans cette liste de listes. Mais elle apparaît une fois. Donc NBOccurrence, ça doit marcher ici avec des listes de type listInt et un entier. Ça doit marcher avec une valeur de type listStr et un str ici. Et ça doit marcher avec des listes de listes d'entiers. Et ici, la liste vide qui est une liste d'entiers vide. Donc, cette même fonction doit pouvoir être appliquée à des arguments de type différent. Mais la condition, c'est que le deuxième argument, c'est que le premier argument doit être une liste, et que le deuxième argument doit être du type des choses qui sont dans la liste, qui sont dans cette liste. D'accord? Je ne peux pas l'appeler sur le couple une liste d'entiers et une liste d'entiers. Ça ne marcherait pas. Il faut que ça, ce soit quelque chose qui est là-dedans. Donc ça ne marche pas. Je ne peux pas l'appeler non plus sur un couple liste d'entiers et str. Il faut que j'appelle sur deux arguments et que le deuxième argument soit du type des choses qui sont dans la liste. C'est-à-dire la liste, le premier argument. D'accord? Évidemment, ici, vous vous rendez bien compte que ça peut marcher pour plein d'autres types différents, et en fait, ça doit marcher pour tous les types. Donc, on est dans un cas qu'on appelle polymorphisme. Vous avez fait de l'étymologie déjà au lycée. Polymorphisme, ça veut dire plusieurs formes. Ça veut dire qu'on va avoir une fonction qui va marcher sur des choses de plusieurs formes différentes, et donc sur des objets de types différents. Et la manière de traiter le polymorphisme qu'on a vu dans ce cours, c'est un polymorphisme existentiel avec variables de type. On va utiliser une variable. Vous avez le droit d'utiliser dans Mr Python les variables t, t1, t2, etc. pour représenter de manière abstraite des types. Et on va dire que cette fonction, elle marche en prenant un argument de type liste de t, et il faut voir, quand on écrit ça, pour t quelconque, et un
un argument de type T. D'accord? Donc, quand on a un argument de type liste T et un argument de type T, alors la fonction va marcher pour n'importe quel T. Ça va marcher si T est un int, si T est un str, et si T est un list int. Donc c'est quelque chose qui est autorisé, et qui est dans ce cours, c'est d'écrire des fonctions polymorphes qui peuvent marcher dans différents cas, en fonction, pour n'importe quelle valeur de type T, notre fonction va marcher si le premier argument est de type liste T et le deuxième argument de type T. Et ça, on l'écrit très simplement en utilisant la variable de type T majuscule et en disant que li va être de type liste T et L va être de type T. D'accord? Maintenant, comment on compte le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste? Ça, je vous assure que c'est une question de cours, hein, c'est un problème de réduction très classique que vous devez être capable de traiter de manière machinale. C'est-à-dire, normalement, si c'est la première question d'un examen ou d'un partiel, vous devez être capable de la traiter de tête, d'accord, sans chercher longtemps sur votre brouillon comment résoudre ce problème. Donc pour compter le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste, on a l'élément EL qu'on doit chercher, on a notre liste LI qui est E0, E1, E2, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer EL à chaque élément de LI. S'il est différent, alors on ne fait rien. S'il est égal, si EL est égal à E1, alors on va compter, on l'a vu une fois. D'accord? Si EL est égal à E1, dire que E1 c'est EL, donc ça veut dire que EL apparaît une fois dans LI ici. Et donc à chaque fois qu'on le voit, on va compter. Comme on fait pour compter, on va utiliser une variable compteur qui vaut 0 au début, et à chaque fois qu'on le voit, on va rajouter 1 à compteur. Donc à la fin, on aura rajouté 1 autant de fois à compteur qu'on aura trouvé un élément de la liste qui sera égal à EL, et donc on aura bien compté le nombre de fois où EL apparaît dans LI. Alors c'est ce qu'on va faire ici. On fait notre compteur qui est un entier qui vaut 0, initialement. Ensuite, on va parcourir notre liste LI avec un élément E. Comme E va parcourir LI, je vais écrire for E in LI. Et que LI, c'est une liste de T pour un T quelconque, le type de E, comme c'est un élément de LI, bah c'est de type T. D'accord? Vous voyez bien que c'est le même T ici et là, et donc ça fixe T. Dire, cette fonction, elle accepte des listes de n'importe quel type, mais il faut que le deuxième argument qu'on lui donne, ce soit le même type que ce qu'il y a dans la liste. Et à ce moment-là, quand on parcourra la liste, E aura le type, les éléments de la liste. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va regarder, est-ce que l'élément courant est égal à l'élément qu'on cherche? Si l'élément courant est égal à l'élément qu'on cherche, c'est qu'on vient de rencontrer une occurrence de l'élément qu'on cherche, et donc il faut incrémenter la variable compteur. Sinon, on ne touche à rien. Et une fois qu'on a fini, une fois qu'on a fait toute la boucle for ici, toute l'itération, et donc qu'on a parcouru tous les éléments de LI, on peut renvoyer la valeur du compteur. Alors testons tout de suite notre fonction, en regardant le nombre d'occurrences dans la liste là, on va regarder le nombre d'occurrences de 1. Vous voyez que 1 apparaît 4 fois dans cette liste. Dans cette liste-là, on va regarder le nombre d'occurrences de 3. Vous voyez que 3 apparaît 0 fois dans cette liste. Dans cette liste-là, on va regarder le nombre d'occurrences de 2, par exemple. Et on voit que 2 apparaît exactement une fois dans la liste. Et puis, on va utiliser le fait qu'on est polymorphe, que ça va fonctionner aussi sur les listes de chaînes de caractères. Donc là, j'ai une liste de chaînes de caractères. Il faut que le nombre d'occurrences de chat, ici on voit que c'est 3. Et que dans cette liste, le nombre d'occurrences de la chaîne oiseau, par exemple, c'est 0. Et puis enfin, pour montrer qu'on est polymorphe, toujours, on va dire qu'on peut fonctionner aussi sur des listes de booléens. Et par exemple, dans la liste true, false, true, true,
alors false apparaît exactement une fois. Et on voit que les tests sont bien passés. Donc vous avez vu, dans mon jeu de test, j'ai fait attention de mettre des tests d'occurrence dans lesquels l'élément avait plusieurs occurrences, dans lesquels il avait une seule occurrence, dans lesquels l'élément n'apparaissait pas, donc il avait 0 occurrence. Et comme la fonction est polymorphe, qu'elle prend n'importe quel t ici, j'ai fait des tests avec des types différents. Ici avec des entiers, ici avec des chaînes de caractères, ici avec des booléens. Et bien sûr, j'aurais pu faire avec des listes, avec des tuples. L'idée, c'est de montrer dans votre jeu de test que vous testez sur des cas différents, donc que vous testez des résultats différents, mais aussi que vous testez sur des types différents lorsque la fonction est polymorphe. Bon, très bien. On a résolu cette question. Et la suivante, c'est la question de la fonction nbmax, qui prend une liste. Mais alors cette fois-ci, c'est une liste non vide de nombres. Hein, on est restreint aux listes de nombres. Et qui renvoie le nombre d'occurrences du maximum de LI dans LI. Donc comme il y a une notion de maximum qui arrive, on va évidemment demander à ce que la liste contienne au moins un élément. Et on va mettre compte le nombre d'occurrences du maximum de LI dans LI. Alors, on réfléchit un peu, et puis le nombre d'occurrences du maximum, c'est le nombre de fois où le maximum de la liste apparaît. Donc là, vous voyez sur l'exemple qui vous est donné, le maximum c'est 9 de cette liste, et 9 apparaît 2 fois. Ici, le maximum de cette liste c'est -1, -1 apparaît 3 fois, donc ça donne le nombre d'occurrences du maximum. Souvent, comme vous avez vu le cours 7, dans lequel on parle de décomposition de problèmes, et votre enseignant, votre chargé d'amphi a dû vous dire que cette année, on fait très peu, on vous demande à vous très peu de décomposition de problèmes, parce que dans les sujets qu'on vous donne, que ce soit d'exercices de TD, TME ou d'examen, le problème est déjà découpé. On vous découpe le problème, on le décompose, et on vous demande de répondre à des questions qui sont les différentes parties indépendantes du problème, puis à la fin, on vous demande de rassembler entre elles ces solutions pour faire une solution globale au problème. Donc là, on veut calculer le nombre d'occurrences du maximum d'une liste, et on vous a demandé une fonction pour trouver le maximum, et une fonction pour calculer le nombre d'occurrences d'un élément. D'accord? Donc, vous écrivez, vous rassemblez ensemble ces choses-là, et vous dites, bah oui, qu'est-ce que je vais faire pour calculer le nombre maximum d'occurrences d'une liste, de la liste LI? Bah d'abord, je vais calculer son maximum, en utilisant la fonction masklist sur LI, et ensuite, je vais calculer le nombre d'occurrences de masklist de LI dans LI. Donc, je vais faire nb occurrence dans combien de fois dans LI apparaît le maximum de la liste LI. D'accord? Du coup, ça a l'air assez direct. Hein, vous réutilisez les choses que vous avez écrites juste avant. Et puis, on va regarder si on peut faire des tests pertinents. Donc, le nombre d'occurrences du maximum dans cette liste ici, le maximum c'est 1 et il apparaît 4 fois. Ici, dans cette liste, le maximum... Alors, attendez, je modifie pour bien que ça ressemble à nbmax. Ici, le maximum, c'est 5, et il apparaît une fois. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... si jamais j'ai une liste de 5 nombres pareils, par exemple, bah, le maximum, forcément, il apparaît 5 fois. Et puis, il faudrait que quand même que j'utilise des nombres négatifs pour et des nombres à virgule pour montrer que ça marche aussi. Dans les cas, vous voyez cette démarche. Cette démarche, c'est la démarche habituelle de dire il faut que je teste des cas différents, qui testent un petit peu des choses différentes. Nombre positif, nombre négatif, nombre à virgule, pas à virgule. Le cas où c'est tout le temps le même élément. Le cas où, par exemple, il n'y a qu'un seul élément dans la liste. Ça aussi, c'est un cas particulier que je peux tester. Si j'ai un seul élément qui est moins 2 tiers, par exemple, alors il apparaît une fois. Et alors j'ai un problème d'assertion à la ligne 48, puisque effectivement le nombre de maximum ici c'est 2, hein, il apparaît 2 fois. Voilà. Donc là tous les tests sont bien passés, et ma fonction nbmax, elle est correcte. Alors, une petite remarque sur cette fonction nbmax,
c'est qu'est-ce qui se passe en termes de complexité lorsqu'on calcule le nombre d'occurrences du maximum dans une liste. On a notre liste LI, elle est composée de... On va fixer n éléments, donc là, n éléments, et nous, on veut appeler nbmax sur LI. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle lbmax? D'abord, on appelle le maximum de la liste, la fonction maxList, pardon, et la fonction maxList, elle va faire un parcours entier de cette liste. Et donc, elle va comparer, elle va faire n-1 comparaison, mais surtout, elle va faire n-1 tour d'itération. Si on compte les tours d'itération, on va itérer sur les éléments de la boucle, et on va le faire n-1 fois. Et ensuite, quand on va faire occurrence, nb occurrence, on va prendre le résultat de maxLI, on va le regarder en le comparant à chaque élément de la liste. Donc on va faire n tours d'itération. Donc au final, on a fait 2n-1 tours d'itération de notre liste LI. On l'a parcouru une fois pour pouvoir trouver son maximum, et une fois qu'on a trouvé le maximum, on est revenu au début dans la fonction nb occurrence, et on a comparé tous les éléments avec le maximum, donc on l'a reparcouru une deuxième fois. Évidemment, ma question, vous la sentez venir, c'est est-ce que je peux écrire une fonction nbmax2 qui ne parcourt qu'une seule fois la liste? C'est-à-dire qu'il ne fait pas un parcours pour trouver le maximum, puis ensuite un parcours pour comparer le maximum à tous les éléments pour voir combien de fois il y est, mais qui directement compare la liste en trouvant le nombre de fois que le maximum apparaît. Alors, une manière de procéder, c'est de réfléchir à ce qui se passe avec la boîte ici. Quand on a l'élément le plus grand jusqu'ici dans la boîte et qu'on le compare à tous les éléments de la liste, qu'est-ce qui se passe? Si jamais on en trouve un qui est plus petit, bon, on sait que c'est pas lui le maximum. Si jamais on en trouve un qui est égal à lui, alors ça veut dire qu'il apparaît une nouvelle fois. Donc on pourrait compter, en plus, on pourrait garder une deuxième boîte à côté, qui compte le nombre de fois où on a vu le maximum. À chaque fois qu'on voit un élément plus petit, on touche à rien. À chaque fois qu'on voit un élément égal à celui qui est le plus grand jusqu'ici, alors on ajoute 1 dans cette boîte. Et à chaque fois qu'on retrouve un élément qui est plus grand, alors on enlève celui-là, on le remplace par l'élément plus grand. Mais à ce moment-là, cet élément qui est plus grand, on n'en avait pas vu avant. Sinon, ce serait lui qui était dans la boîte. Donc il faut remplacer cette valeur par 1, parce qu'on l'a vu une fois. C'est cette technique qu'on va utiliser ici pour la fonction nbmax2. Alors la fonction nbmax2, elle fait la même chose, sauf qu'elle va le faire directement. Elle va garder deux cases mémoire, un pour le plus grand, et au départ, le plus grand il sera de type float, et au départ il sera égal au premier élément de la liste, et une variable pour le nombre d'occurrences du plus grand. Et au départ, on va dire que le plus grand on l'a vu une fois, puisque c'est le premier élément de la liste. Ensuite, on va parcourir la liste à partir du deuxième élément, for e in L1, et in LI en partant de 1. Et puis, à chaque étape, on va regarder, est-ce que l'élément E est égal à l'élément qui est le plus grand jusqu'ici. Si l'élément E est égal à l'élément qui est le plus grand jusqu'ici, alors je l'ai vu une fois de plus, et donc le nombre d'occurrences devient l'ancien nombre d'occurrences plus 1. Si jamais c'est pas le cas, mais que l'élément E est strictement plus grand que le plus grand qu'on a vu jusqu'ici, alors c'est lui le nouveau plus grand. Et dans ce cas, dans la variable plus grand, je vais mettre E, mais le nombre d'occurrences doit être remis à 1, parce que ce nouvel élément qui est plus grand, ce E, je l'ai vu 0 fois jusqu'ici. Donc là, c'est la première fois que je le vois, donc son nombre d'occurrences devient 1. Et à la fin, je retourne le nombre d'occurrences de l'élément qui est le plus grand jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Je peux vérifier sur ce jeu de test que j'ai bien la même chose. Et vous voyez, les tests sont passés avec succès. Cette fonction nbmax2, elle renvoie bien le nombre d'occurrences du maximum, mais elle ne parcourt qu'une seule fois la liste. Ici, on a deux parcours, un dans maxList, un dans nboccurrence. Ici, on n'a qu'un seul parcours, et on maintient deux variables qui nous permettent de nous souvenir en même temps de quel est l'élément le plus grand jusqu'ici,
et du nombre de fois qu'on a vu cet élément. C'est tout pour cet exercice, merci.